Bonsoir à tous, bienvenue encore dans votre émission Grand Carrefour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les élections locales du 30 juin prochain. Voilà deux informations phares sur lesquelles nous allons nous prononcer dans cette émission cet après-midi, mesdames et messieurs. La semaine dernière, les députés ont voté plusieurs modifications de la loi fondamentale et parmi les changements adoptés, la limitation du mandat présidentielle. Désormais, le nombre du mandat est limité à 2 seulement. Voilà, il n'y aura pas de rétroactivité. Autrement dit, les compteurs sont donc remis à zéro. Faure Gnassingbé qui est donc au pouvoir depuis 2005, est réélu en 2010 et puis 2015 pourra donc se représenter l'année prochaine, 2020 donc, et pour diriger le pays jusqu'en 2030, s'il est réélu bien évidemment. Nous en parlons dans cette émission cet après-midi avec nos invités à ce plateau. Honorable Jerry Tama, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être là. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, président de Nouvel Engagement Togolais, MEX. Bien sûr. Nous avons également à ce plateau, Dr Johannes Bavon, secrétaire général du phare, le Front des architectes pour la République. Bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à l'honorable. Bonsoir. Plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Honorable Jerry Tama, le Togo retient une date, c'est depuis le 8 mai dernier, des réformes constitutionnelles tant souhaitées. D'entrée de jeu, pensez-vous aujourd'hui avoir véritablement mené une guerre en face des Togolais? Non, il n'y a pas de guerre à mener. Il y avait des réformes qui étaient, comme le dit, en latence depuis l'APG, donc depuis 13 ans. Il fallait, à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, il y a eu des velléités de modification de la Constitution qui ont été avortées. Et nous avons joué notre partition, nous avons eu l'opportunité de faire les réformes constitutionnelles au titre de l'opposition parlementaire que nous incarnons, même si elle est aujourd'hui plus réduite que par le passé. Et sur l'ensemble des discussions, nous avons pu quand même à la fin harmoniser les positions pour faire des réformes. Comme tout le monde le sait, les réformes concernent 29 articles, donc largement au-delà de ceux dont les gens ont l'habitude de s'attendre. Mais s'il y a quelque chose à retenir, oui, nous pouvons aujourd'hui dire que dans le calendrier politique togolais, le 8 mai est une date historique, puisque ces réformes constitutionnelles, ça faisait longtemps qu'on devait les faire. Maintenant, après, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il est évident que ces 91 députés qui sont réunis pour 90 d'ailleurs, qui sont réunis pour faire cette révision, et qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la révision opérée par les 91 députés, même si en ce qui nous concerne, nous avons pris le temps de consulter des gens, des partis politiques extra-parlementaires, des personnes ressources, mais il est évident qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais il faut prendre date à compter du 8 mai 2019. Il y a une révision constitutionnelle qui a été faite. Mais vous savez, la Constitution, c'est comme un arbre, il grandit, on est là de temps en temps. Quand vous prenez beaucoup de constitutions, elles subissent régulièrement des révisions. Donc je suppose que d'ici quelques années, il y aura encore des révisions sur la Constitution pour l'adapter aux réalités, aux besoins des Togolais. Très bien, je reviens à vous. Pasteur Bavon, il n'y a pas eu de réforme le 8 mai dernier à l'Assemblée. Merci. En fait, dire qu'il n'y a pas eu de réforme, ce serait excessif, le langage est sexif. Parce que notre constitution, je veux parler de la constitution de 2002, qui nous a conduit jusqu'à ce niveau. Cette constitution n'a jamais comporté la disposition de l'élection uninominale à 2 tours. Un scrutin à 2 tours, donc pour les élections présidentielles. Ça a été une première qui a été faite le 8 mai. Parlant de la limitation du mandat, c'est une disposition qui avait été sautée en 2002 et qui est ramenée tout simplement qui ressemble aujourd'hui à une porte sans serrure. La limitation de mandat, ça paraît une limitation de mandat, mais le test n'est pas complet. Et au-delà de cela, d'autres dispositions qui inquiètent un peu. Lorsque on regarde les droits et libertés fondamentaux des individus, cela inquiète un peu. Donc c'est des bémols que nous devons, en tant que citoyens, évoquer sur les réformes dites qui ont été faites. Mais il ne faut pas tout de suite crier victoire parce que en réalité,
lorsqu'on veut mettre un pays sur des fondations solides pour l'avenir, je pense que les tests fondamentaux ont besoin d'une solidité accrue. C'est ça. C'est cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la configuration de l'Assemblée nationale telle qu'elle est, vous pensez avoir véritablement joué un rôle dans l'adoption ou alors le vote de ces lois en tant qu'un petit groupe de l'opposition? Je vous ai dit, nous on a fait une proposition, 13 propositions d'amendement, et sur les 13 propositions, on comprend peut-être des révisions de certaines institutions, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême. On se retrouve quasiment à 20 articles qui ont été modifiés. Donc, si vous faites une proposition de 13 articles et que c'est les 13 articles qui concernent finalement 20 articles et que vous obtenez sur l'ensemble de ce que nous avons proposé, la seule chose que nous n'avons pas réussi à obtenir, c'est le non-cumul de mandat. Parce que nous avons souhaité que les députés ne puissent pas faire de cumul de mandat, que quand on est député, qu'on ne puisse pas être maire, qu'on ne puisse pas être conseiller régional, ainsi de suite. Ça n'a pas été accepté. Mais l'ensemble de nos propositions étaient pas toujours acceptées à 100%. Par exemple, nous avions proposé en ce qui concerne la limitation des mandats des députés, un seul mandat. Sur les discussions, on est arrivé finalement à 2 mandats sur 6 ans. Mais nous continuons à penser qu'il faut limiter, il ne faut pas limiter les autres mandats et laisser celui des députés. Peut-être qu'une autre législature viendra épouser notre avis qui consiste à dire, si on veut limiter le mandat des présidents, si on veut limiter maintenant le mandat de la Cour constitutionnelle, pourquoi on ne limiterait pas celui des députés? Donc oui, on a fait des propositions, on les a défendues. Il y a eu des moments où ça a été très dur au niveau des débats, surtout en commission. Mais ce que je dois retenir, et ce qui est peut-être nouveau dans le fonctionnement de cette Assemblée, c'est qu'il y a plus de lobbying que de discussions heurtées. Et que la plupart des propositions qu'on a faites, pour être honnête, on a travaillé les autres courants politiques longtemps même avant qu'on se retrouve à l'Assemblée, en plénière. Parce que si vous attendez uniquement le dernier jour pour venir dire, moi je propose ça, souffrez que, n'ayant pas la majorité, vous ne les avez pas. Mais si vous pouvez discuter avec les autres courants politiques, que ce soit l'opposition parlementaire, que ce soit la majorité parlementaire, pour dire, nous, on souhaiterait proposer ça. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous appuyer? Oui, quand vous faites ce travail-là, vous pouvez avoir un certain nombre de vos propositions qui sont retenues. Je sais qu'on va revenir, par exemple, sur le fameux article controversé, l'article 59. Nous, on avait proposé, comme ça a été retenu après, qu'il faut faire 5 ans renouvelables une fois. En reprenant même la proposition, qui n'est pas une proposition nouvelle, sur le deuxième alinéa, à savoir la révision de cet article ne peut se faire que par pouvoir référendaire, parce qu'elle avait été faite par l'ancienne législature, et nous avions trouvé que ça reste quand même, au-delà des verrous qu'on peut avoir, ça reste quand même une bonne mesure. On en reviendra éventuellement. Donc oui, si vous pouvez, dans une assemblée où vous avez 4 députés sur 91, proposer 11, proposer 13, faire 13 propositions d'amendement et n'en avoir qu'une seule qui est rejetée, oui, je pense que vous pouvez en avoir une certaine satisfaction. Parce que c'est du lobby que vous faites, et parce que c'est bien en négociation. Parce que, vous savez, si on avait fait comme autrefois, en décidant de quitter la salle, parce que le septennat, on en parlera, a créé un énorme choc. On aurait pu dire, écoutez, si vous proposez le septennat, on quitte la salle pour ne pas être associé, certainement que peut-être actuellement on sera avec un septennat. Mais on a travaillé, on a négocié point par point, on est resté dans la salle, on a téléphoné où on pouvait téléphoner, on a tout fait. Et puis le lendemain, à 21h30, la majorité a renoncé à ce septennat. Je ne peux pas dire que c'est uniquement notre actif, mais nous avons fait un travail de lobbying. Quand vous avez la minorité que vous avez, mais une minorité reste une minorité, que ce soit 29 députés ou 14 députés, ça reste une minorité. Quand vous avez cette minorité-là, la meilleure façon de faire avancer les choses, c'est de composer. Maintenant, quand vous composez, n'avez pas non plus l'outrecuidance de penser que tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Ça n'existe même pas. Donc oui, avec les forces en présence, avec ce que nous avons pu proposer, nous considérons qu'aujourd'hui, nous avons fait ce qu'il était possible de faire à notre niveau, avec les moyens que nous avons. Mais comme je le dis, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Nous ne pouvons pas penser aujourd'hui que ce que nous avons fait, que c'est la chose la plus parfaite. Je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes nous parlent du retour à la Constitution de 92. Il n'y a pas de verrou sur la Constitution de 92. Et c'est justement sur la Constitution, sur la base
de l'article 59 de la Constitution originale de 92 que les gens sont enfermés une nuit pour modifier la Constitution. Donc oui, aujourd'hui, ça dit qu'on peut dire, ok, d'accord, le verrou que vous avez mis sur l'article 59 n'est pas suffisant. Mais c'est que ce verrou-là aujourd'hui empêche que des gens s'enferment une nuit pour décider de modifier la Constitution. C'est peut-être pas le meilleur verrou. Peut-être que certaines personnes auraient voulu qu'on sanctuarise la révision constitutionnelle, sans aucun problème. Nous, on aurait, vous savez, quand on a fait notre proposition de révision constitutionnelle le 4 février 2018, on proposait justement la famille dans aucun cas. Mais maintenant, après, quand vous êtes en discussion, si vous décidez de quitter la salle, vous n'avez rien. Maintenant, il faut prendre un minima. Nous considérons que c'est un minima de considérer qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'enfermer dans une chambre pour modifier l'article 59. Qu'on en parle, qu'on fait appel au suffrage universel. Maintenant, après, vous savez, la démocratie, soit on la définit comme le pouvoir pour le peuple et par le peuple, et en ce moment, c'est le peuple qui décide, ou bien on décide que ce n'est pas sur ça qu'elle repose, et en ce moment-là, il faudra inventer une autre façon de dévolution du pouvoir. Parce que si nous disons que, écoutez, si vous dites qu'il faut passer par voie référendaire, c'est que le référendum, il sera toujours gagné par certains, dans ce cas-là, il faut oublier de faire des élections dans ce pays. Parce que ça veut dire que le peuple est manipulé, le peuple est donc d'un certain bord, et donc ça ne sert à rien de dire qu'il faut aller à des élections législatives, locales et présidentielles. Alors, M. Diritama, aujourd'hui, eh bien, le peuple a le sentiment, ou alors certains ont le sentiment comme si vous étiez à l'Assemblée pour accompagner juste un projet de loi que le gouvernement a trouvé nécessaire. Ben, écoutez, je ne sais pas avec quel langage je vais dire, le gouvernement a proposé 3 modifications des articles. Le net en a proposé 13, l'UFC en a proposé, les indépendants en ont proposé. Donc, il y a eu un certain nombre de propositions. Quand vous prenez le relevé des conclusions, il y a un certain nombre de propositions qui sont venues de tous les côtés. Et chaque fois que vous faites une proposition de révision, il faut faire l'exposé des motifs. Pourquoi vous voulez modifier ça? En quoi est-ce que ça va être plus intéressant de suite? Donc, ce travail a été fait. On est allé de 3 à 29. Maintenant, si certains considèrent que les 26 qui ont été ajoutés sont des propositions exclusives du gouvernement, ben, écoutez, moi je ne peux pas empêcher, nous sommes dans un état de droit, je ne peux pas empêcher les gens de croire ce qu'ils croient, mais aujourd'hui vous pouvez me demander en sortant de cette émission de vous envoyer le nombre des amendements que nous avons envoyés à la commission des lois déjà le 24 avril. Parce que c'est le 23 avril qu'on a fait le débat général, et après le débat général a été proposé à tous les députés ou bien groupes parlementaires qui ont des propositions de révision de l'affaire. Nous déjà le 24 avril, on a déposé sur le bureau de la commission des lois un certain nombre de propositions qui concernaient 13 articles. Maintenant, si vous considérez que, ou bien si certains considèrent que cette autonomie-là, qui repose sur un certain nombre de propositions que nous avons faites quand nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, le 4 février 2018, maintenant après, on ne peut pas empêcher les gens de le penser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pasteur Bavon, eh bien, revenons sur l'article 59, oui. Eh bien, mandat présidentiel limité à 2 et renouvelable. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on parle de limitation de mandat ou de prolongation, ou alors de prolongement du mandat présidentiel du président actuel? Parce que... Oui, je comprends la question. D'abord, avant de répondre à cette question, je me dis que je n'aimerais pas être à la place de l'honorable Jerry et les autres députés de la minorité, parce que j'ai l'impression qu'ils ont été frustrés. Non, dans leur rêve, ils ont été frustrés dans leur rêve pour les réformes, ou soit ils ont accompagné le pouvoir, mais ils n'ont pas accompagné le pouvoir, donc ils ont fait des propositions qui n'ont pas pu réellement être accueillies. La situation est celle-ci, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'un pays établit une constitution? On n'établit pas une constitution pour gérer le pouvoir. On n'établit pas une constitution pour une personne. On établit une constitution pour faire asseoir le fonctionnement de la nation, du pays. Et en mettant en place cette constitution, on prend en compte l'avenir de chacun. Donc c'est la raison pour laquelle la règle de droit qui est constitutionnelle prend en compte tout le monde. Elle est générale dans ce sens qu'on prend en compte n'importe qui. Si n'importe qui venait à diriger le pays, comment va-t-il diriger le pays? Donc ça étant
la finalité de la Constitution. Lorsqu'on met en place une Constitution, alors je m'en vais répondre à votre question, lorsqu'on met en place une Constitution, on met en place une Constitution selon le temps que la société vit. À l'heure où nous sommes, voici un peuple qui cherche le changement de régime, un changement de système de fonctionnement et de gouvernance. Et ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas des diables, mais c'est des gens, on a besoin que leur manière de fonctionner et de diriger le pays change. Donc en cela, lorsque la Constitution doit limiter le mandat de celui qui sera au pouvoir, il va falloir que la limitation de mandat soit réellement effective. Je vous donne un exemple. L'article 154 de la Constitution guinéenne a bien limité le mandat et a dit le nombre et la durée des mandats présidentiels ne peut faire l'objet d'une révision. Ils ont essayé de verrouiller. Mais nous savons la situation actuelle en Guinée. D'autres soupçonnent le président Condé de vouloir faire un troisième mandat, ce que la Constitution ne lui permet pas. Ça a été le problème entre-temps au Burkina Faso et ça a donné des tensions dans le pays. Des gens sont morts, etc. Donc, la Constitution devrait normalement prévoir une paix, préserver le fonctionnement des institutions et le fonctionnement de la vie nationale dans une paix. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que cette disposition peut faire l'objet de révision par référendum, nous ne condamnons pas le référendum, mais nous sommes inquiétés par la façon dont les référendums sont organisés chez nous. Et ça aussi, ça fait partie des points de lutte que l'honorable Jerry Tama et les autres de l'opposition, aussi 14, eux tous, ils ont mené jusque maintenant, à savoir l'assainissement du cadre électoral. Pourquoi? Parce que si on nous dit aujourd'hui, ça ne peut que faire l'objet, la révision là ne peut que faire l'objet de, cette disposition ne peut que faire l'objet de révision par référendum, si le cadre électoral, l'organisation des élections et les urnes sont préservées de toute fraude, il n'y aurait pas d'inquiétude. Parce qu'on saurait en ce moment que oui, le référendum serait l'expression de la volonté du peuple réellement. C'est là où se trouve l'inquiétude. Maintenant, je donne un autre exemple qui est la Constitution américaine, ce qu'ils ont appelé en 1947 le 22nd Amendment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, ils ont juste limité le mandat sans chercher à verrouiller quoi que ce soit. Ils ont juste dit que nul n'est bon pour une troisième fois. Personne ne pourra faire plus de 2 mandats. D'accord. Mais ils n'ont pas verrouillé que ceci ne peut pas faire objet de révision ou pourra faire objet de révision par référendum. Ils n'ont rien verrouillé. Pourquoi est-ce que c'est resté comme ça depuis 1947? D'ailleurs, c'est 51 que ça a commencé. Depuis 51 jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que c'est resté comme ça? C'est parce qu'il y a certains peuples qui ont la culture démocratique. C'est-à-dire, un individu, depuis son bas âge dans le pays, a reçu l'éducation de la révérence et de la valeur de la chose nationale. Ou lorsque une constitution américaine dit quelque chose, on pense que on obtient ça comme une idole à préserver, même plus qu'une parole d'évangile. Donc c'est ça le problème. Donc nous n'avons pas cette culture démocratique aujourd'hui. Donc c'est pourquoi ils doivent comprendre que nous sommes en droit de nous inquiéter lorsqu'on dit que le mandat présidentiel est limité et pourtant nous ne savons pas ce qui sera une contrainte sur celui qui est au pouvoir de ne pas changer d'idée demain. Parce que la règle de droit doit dissuader le vice. Ne doit pas permettre à qui que ce soit. Parce que comment est-ce que vous saurez par exemple qu'un président, vous devenez président demain, on vous élit et vous devenez président, comment est-ce que nous serons en paix, sachant que vous n'allez pas bouleverser le pays demain en cherchant à faire un 3e et 4e mandat? C'est lorsque les règles de droit vous en dissuadent, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand bien même ils ont fait un travail, tout à l'heure, l'honorable a parlé profondément et ça m'a touché parce que je vois un peu leur volonté, mais une volonté qui a été largement frustrée parce que à cause de leur minorité à l'Assemblée, ils n'y peuvent rien. Donc ils avaient 2 choix, soit faire ce qu'ils ont fait, ou soit quitter l'Assemblée comme les autres oppositions avaient fait de par le passé. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous soulignons en tant que citoyens que ces travaux restent à faire.
Et si le peuple cherche un changement de régime et de système, il va falloir que la Constitution garantisse cette volonté. Non, vous savez, c'est toujours souvent compliqué de faire des débats quand vous n'êtes pas sur les mêmes paradigmes. Parce que moi, je suis un paradigme politique et le pasteur est beaucoup plus sur un paradigme, on va dire, type société civile. Et on n'a pas forcément les mêmes approches. Moi, j'aimerais faire 3 précisions. La première, c'est que je n'ai eu aucune frustration. Tout le monde connaît mon franc-parler depuis 1992 et depuis 2012, je suis entré en politique. Quand je ne suis pas content, je le dis. Quand je suis content, je le dis. Donc, je n'ai absolument eu aucune frustration. J'ai dit qu'il a fallu composer, nous avons composé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent que la Constitution de 92 avait marqué, donc comme verrou, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et en 93, quand nous avons eu les élections présidentielles, M. Gnassingbé Père, qui venait de faire 25 ans à la tête du pays, avec 3 mandats à la tête de la 3e République, a pu se présenter. Pourquoi? Pour une raison très simple, nous avons le droit universel, la loi dispose pour la vie. Ça, c'est la troisième chose. Et la deuxième chose. Le troisième élément qui me tient peut-être à cœur, c'est que je reprends encore que si nous n'avons pas confiance en la capacité de notre peuple à prendre en compte sa propre destinée, il faut changer de système politique. Parce que nous ne pouvons pas dire, ok, la dévolution du pouvoir dans notre pays à tous les niveaux dépend du choix du peuple. Et chaque fois qu'on veut donner dans ce choix du peuple, on dit, ah non, mais en réalité, vous savez comment le peuple fonctionne. Parce que oui, comme il a dit, je suis bien ravi même de l'entendre dire qu'il y a beaucoup de grandes constitutions. La limitation de mandat en France a commencé en 2008. Et on n'a pas eu des présidents qui sont internalisés. Pourquoi? Parce que le vrai travail doit être celui de la société civile, celui des partis politiques, de conscientisation du peuple, de faire en sorte que nous qui allons sur le terrain, qu'on puisse faire en sorte que les citoyens comprennent la chance qu'ils ont à voter. Ailleurs, des gens sont battus. Ici, on galvaude le droit de vote. Donc, tant que nous ne faisons pas le travail pour que les Togolais sachent que le droit de vote est quand même quelque chose, un bien qu'il faut protéger et qu'il ne faut pas le galvauder sur des commodités que les gens partagent, on aura toujours un problème. Vous pouvez mettre tous les verrous parce que justement, la Constitution de 92... Justement, M. Directement, oui. On ne parle pas du droit de vote ou si le peuple veut voter ou doit voter ou non. Mais le peuple a toujours voté. Dans ce cas-là, vous faites partie de ceux qui ont toujours décrié la manière d'organiser. Dans ce cas, ce qu'on peut décider de mettre en place des élections rotatives. Tout simplement, on réglerait tous les problèmes. On dit quand tu viens, tu fais 5 ans. Après ça, comme en Chine, c'est bien en Chine, quand tu es au pouvoir, tu sais celui qui va te remplacer. En ce moment, on décide tout simplement par un mécanisme. J'ai entendu des gens faire des propositions de faire des rotations par région. Bon, on dit ok, on fait des rotations. Comme ça, on s'assure d'une vraie alternance. Parce que si nous disons que la dévolution du pouvoir se passe par le vote, le suffrage universel, et que nous remettons en cause automatiquement ce suffrage universel, ça pose un problème. Parce que nous avons, et ça fait partie des faiblesses que nos démocraties en Afrique ont, on a copié. On a copié sans s'assurer que les gens, je me souviens encore, Jacques Chirac qui disait que l'Afrique n'est pas encore mieux que la démocratie, on a copié sans s'assurer qu'au niveau de la base, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation citoyenne, que les gens mesurent en réalité la responsabilité qu'ils ont à prendre un bulletin mais dans une urne. Donc si on ne règle pas ça à la base, vous pouvez mettre tous les verrous que vous voulez, vous pouvez en réalité vous retrouver soit avec quelqu'un qui reste éternellement au pouvoir, ou bien avec un système qui reste éternellement au pouvoir. Pour moi, on aurait pu mettre même tous les verrous en disant même que le Fort Gnassingbé ne doit pas se présenter en 2020. Si c'est UNI qui gagne les élections, pour moi, ce n'est pas une alternance. Maintenant, après, peut-être, pour certains, il suffit juste de disqualifier Fort et de permettre à quelqu'un d'unir qui vient au pouvoir. C'est une alternance. Pour moi, il faut mettre en place aujourd'hui un système. Et en réalité, on n'en parle pas assez, mais c'est l'article 60 qui est le bon mécanisme. S'il n'y avait pas les élections à 2 tours, aujourd'hui, on aurait Zenso au pouvoir au Bénin. On aurait Babo au pouvoir en Côte d'Ivoire, on aurait Wade encore au pouvoir, pour une raison très simple, c'est que le mécanisme des 2 tours permet, pour l'opposition, si bien entendu elle décide de travailler, on en parlera peut-être, pour l'opposition, pour les partis de l'opposition qui travaillent sur le terrain, d'aller chercher des voix sur le terrain et de pouvoir organiser un deuxième tour où le parti au pouvoir n'a plus de réserve de voix
Et les partis de l'opposition ont des devoirs. Mais si on dit aujourd'hui, oui, bon, ben, il faut verrouiller, pour moi, honnêtement, on aurait même pu mettre dans les dispositions supplémentaires que M. Fognassi ne se présente pas. Mais si UNIL gagne les élections en 2020, pour moi, c'est pas une alternance. On a encore l'impression que le Thierry Tama qu'on connaissait avant, le 20 décembre, n'est plus la même personne. Non, pourquoi? Je n'ai rien changé. Je vous ai dit tout à l'heure que si j'avais eu, sur les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée, s'il y avait des points sur lesquels nous étions, les points sur lesquels nous n'avons pas été d'accord, pendant que nous étions en commission et parce que ce qui est redouté aujourd'hui, attendez que je vous explique. Ce qui est redouté aujourd'hui, attendez que je vous explique. Oui. Pendant que nous étions en commission et que les discussions étaient supposées être confidentielles, tout le monde, quand je suis sorti de la salle, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y avait des gens même qui disaient exactement ce que nous disions dans la salle. Et on sait que sur beaucoup de positions, nous avons été vent debout. Maintenant, après, il y a beaucoup de positions sur lesquelles nous avons été vent debout et les gens ont été obligés de faire marche arrière. Mais si vous me posez la question, est-ce que je suis aujourd'hui content d'avoir cette constitution qui est peut-être insuffisante que d'avoir le boulevard qui existait? Ben, je préfère le verrou qu'on a mis aujourd'hui, je le préfère de loin. Maintenant, on attendra tout simplement que si aujourd'hui le peuple trouve que la révision qu'on a faite n'est pas suffisante, il suffira tout simplement de donner un bon mandat à ceux qui se présenteront en 2020 pour que le nouveau président qui sera là, puisque l'article 144 permet quand même au président, même s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée, de faire une révision constitutionnelle. Donc de pouvoir faire une révision constitutionnelle tranquillement sur la base de l'article 44 dès son intronisation. Ça, c'est largement possible pour peu que le peuple ait réellement la possibilité de modifier les élections dans notre pays. Très bien. Non, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas sur un point. Et le point sur lequel on ne se comprend pas, c'est le point de l'organisation des élections. La dévolution du pouvoir par le suffrage universel, je ne dirais pas que c'est la manière la plus parfaite de la démocratie, mais c'est une manière permettant au peuple de participer à la démocratie. Aujourd'hui, si les élections, ce qui nous inquiète, c'est que si l'organisation des élections ne peut pas inspirer confiance, et pourtant on se base sur ces élections référendaires pour dire que c'est le verrou qu'on a pour empêcher une personne de ne pas tenter, de pas faire la tentative d'un troisième mandat. Ce sera la poudre aux yeux, parce que il faut absolument, surtout à notre niveau actuel de la démocratie, où notre démocratie est encore très faible, vient de naître, donc il faut absolument avoir des béquilles et des garde-fous pour conduire et les dirigeants et le peuple graduellement vers une maturité démocratique. Et pour cela, il faut absolument que certaines règles soient fermes. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien, l'honorable dit que, quels que soient les verrous qu'on aura mis, pourquoi devrons-nous mettre des verrous? On doit mettre des verrous parce que nous n'avons pas la culture de la dévolution du pouvoir. Ça, c'est un. Donc, la deuxième chose, si d'autres ailleurs n'ont pas mis ces verrous, et il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, il y a besoin de mettre des verrous pour la limitation du mandat, parce que les individus, vous ne pouvez pas imaginer ce que cette personne, déjà quelqu'un qui a déjà fait 3 mandats et qui aspire encore à faire 2 mandats à venir. Donc cela suppose immédiatement que c'est une personne qui aime le pouvoir et qui ne sait pas vraiment comment être heureux après le pouvoir. Vous comprenez? Donc cela est très important. Je veux insister là-dessus parce que individuellement, chaque personne, on dit que la protection d'une personne, ce sont ses principes et ses propres règles. Lorsque vous n'avez pas de principes inviolables, lorsque n'importe qui rentrera dans le cercle de votre vie, s'il est malfaiteur, voleur, destructeur, violeur, vous ne saurez pas. Parce que vous-même, vous êtes sans règles. Mais lorsque vous avez des principes que vous ne violez pas vous-même, il suffit tout simplement que quelqu'un rentre dans votre vie en 24 heures. Vous saurez s'il viendra détruire votre vie ou pas. Il en est de même pour une nation. Avant que la nation ne soit éveillée et soit sûre d'être protégée, ce n'est pas parce que quelqu'un est président que forcément il fera de bonnes choses pour le pays. Mais c'est les règles et les principes dans lesquels nous allons évoluer sur le plan éducationnel qui vont nous permettre plus tard à nos enfants de voir les malfaiteurs destructeurs des nations. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi ces règles aujourd'hui doivent forcément faire l'objet de discussions.
quel que soit comment nous pouvons les apprécier, ça doit faire objet de discussion au jour le jour pour que nous puissions apporter la perfection aux dispositions surtout que nous faisons rentrer dans la Constitution. Parce que une Constitution est une chose primordiale. C'est pourquoi on l'appelle la loi fondamentale. Donc c'est une chose très importante. Ce n'est pas n'importe quelle règle, ce n'est pas n'importe quelle disposition. Alors pour vous eh bien, oui, le verrou axé sur le principe référendaire n'est pas assez ferme. Donc, quel que soit ce qu'on aura à mettre, en aucun cas ou quoi que ce soit, ce qui est important ici, c'est que, moi je l'avais dénoncé sur un média la dernière fois, que le parti au pouvoir prône la protection de la stabilité et la paix que nous avons gardée. Et ça, nous pouvons saluer effectivement ce travail que le parti au pouvoir a fait, quelles que soient les conditions, même la misère dans laquelle nous vivons. Le parti a quand même su, à un certain niveau, garantir la sécurité pour les Togolais. Mais, lorsque le même parti permet, déjà nous savons, si quelqu'un est de bonne foi, il ne devrait pas normalement vouloir se présenter en 2020. Mais nous, au niveau du phare, la présentation du président Faure en 2020, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous a toujours dérangé, je voulais toujours dénoncer ici, c'est comment les élections sont organisées. Alors, vous allez voir que lorsque nous sommes à ce niveau aujourd'hui et que notre constitution ne nous garantit pas que toute personne qui viendra doit forcément être une personne qui sera sous contrainte de la loi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel les dirigeants sont soumis aux règles qu'ils ont eux-mêmes faites. Donc, l'état de droit, soit on est dedans ou on n'est pas dedans. Donc, aujourd'hui, la Constitution, absolument, doit permettre à ce que nous sachions que, après 2030, si le président Faure est réélu en 2020, à Dieu ne plaise, si en 2030, on saura que s'il est encore réélu, il ne se présentera plus comme candidat. Du moins c'est cela, nous saurons que nous avons fait un pas, même si ce n'est qu'un pas de bancal. On a fait quand même un pas. Mais aujourd'hui, l'avenir est flou. On ne sait pas ce qui arrivera. Nous avons déjà vu les exemples. En Guinée, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc tout le monde peut se lever et vouloir faire encore un troisième mandat malgré le semblant de limitation de mandat qui se trouve dans la Constitution. Donc, pour un début de démocratie, il est obligatoire que les règles soient dures et que les règles soient fermes. Mais quand les règles sont moues, donc nous permettons à ce que des brèches dans la nation permettent n'importe qui ou à n'importe qui de pénétrer et de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous avez pris en compte ces préoccupations? Non, mais écoutez, je pense qu'il y a un choix très précis de ce thème, c'est des inquiétudes. Personne ici n'a une boule de cristal. Je ne sais pas si le Faure se présentera en 2020, s'il se présentera en 2025. Ce que je retiens, c'est que si nous avions fait ces réformes-là depuis 2019 plutôt, aujourd'hui nous saurons si en réalité il y a une mauvaise part derrière ou pas. Je l'ai dit, quand on prend la Constitution, que certains sont en train d'appeler à revenir, en réalité elle avait moins de verrous que celle-là. Il est évident que, comme il explique très bien, c'est des inquiétudes, c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses qu'il y a des inquiétudes. Nous allons regarder à la pratique si nous avons finalement ouvert une boîte de Pandore ou pas. Mais je le dis encore en termes de protection, aujourd'hui les gens ne peuvent plus s'enfermer dans une pièce, comme on l'a eu en 2002, donc c'est déjà un petit pas. Est-ce qu'en mettant un verrou plus important, beaucoup plus personnalisé même, parce qu'en réalité quand on demande à mettre un verrou plus important, c'est qu'on personnalise la Constitution. Est-ce qu'en mettant un verrou plus important, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a l'alternance? Parce que pour moi, l'alternance, ce n'est pas une question d'homme, mais c'est une question de système. J'en sais rien, mais comme je l'ai dit en début d'émission, nous avons fait ce que nous pensions qu'à ce moment-là, il fallait faire. Aujourd'hui, on a un verrou constitutionnel. Ce verrou constitutionnel-là, est-ce qu'il sera levé en 2000, éventuellement du 9 ou bien quelque temps avant 2030 en 2029 ou bien 2030 pour permettre à quelqu'un de se présenter une quatrième fois, j'en sais rien du tout. Mais ce que moi je retiens, et c'est là-dessus j'insiste, c'est que si nous regardons uniquement l'article 59, sans tenir compte des bénéfices qui vont être générés par l'article 60, parce que moi je pars du principe qu'il y a un travail, peut-être qu'il y a un travail des hommes politiques, que nous ne faisons pas assez. C'est que nous devons pouvoir
rendre nos populations à des niveaux de citoyens. Je parle tout à l'heure du droit de vote. Si nous ne faisons pas ce travail, en réalité, on peut mettre tous les verrous qu'on veut. Ça va être le même système qui va changer de président. Peut-être tous les 10 ans, on n'aura pas fait de réforme. Donc, pour moi, au-delà de ce qu'on a fait, c'est le travail de terrain qui doit prévoir et permettre que, pour une fois, depuis 2002, on ne fait que des élections en tour. Et on s'est rendu compte que à un tour, ça ne permet pas une mobilisation, une dynamique populaire. Que pour une fois, avec les élections en deux tours, qu'on puisse au moins avoir l'alternance dans une limite raisonnable. On se dit, ouais, là, aujourd'hui, si nous tous qui se réclament de l'opposition, on va travailler sur le terrain, on permet que un de nos représentants se retrouve au deuxième tour. Normalement, il a des réserves de voir que en face, on n'a pas. Mais maintenant, vous savez, on peut passer des journées à discuter là-dessus. Cette constitution-là, on attend quand elle va, si elle est promulguée, nous pensons que c'est une avancée. Il est évident que, comme le professeur le dit, il aurait souhaité que l'avancée soit plus importante, mais on peut espérer aussi que le prochain président à venir, s'il profite des élections en deux tours, qu'il aille demander une révision de cette constitution. Alors, sur la question de la non-rétroactivité des lois, alors la remise des compteurs à zéro, vous, comment avez-vous réagi face à c'est vrai que dans les émissions, comme ça, on ne retourne pas les questions, mais donnez-moi un seul pays où vous avez fait une révision constitutionnelle avec rétroactivité. Un seul pays. Moi, je suis preneur. Qu'on me dise, oui, dans tel pays, on a fait une révision constitutionnelle et qu'elle était rétroactive. Si on me donne, je suis en mesure de pouvoir peut-être même faire un mea culpa en disant, mais attendez, nous avons peut-être pas suffisamment étudié les principes de droit. La plupart des révisions constitutionnelles, comme que ce soit les lois administratives, les lois constitutionnelles et une bonne partie des lois pénales, en dehors des lois plus douces, sont des faits non rétroactifs. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce on avait besoin d'ajouter ça dans l'article 158 ? Non, c'était à la limite, c'est juste des gens qui ont besoin d'avoir des garanties supplémentaires. On n'avait pas besoin de mettre un article 158 en disant que l'article 52, l'article 59 et les mandats en cours ne sont pas pris en compte. Parce que une fois que vous faites une révision, on l'a vu en France avec le septennat, on l'a vu au Sénégal avec d'abord le septennat et ensuite quand Ouattara a voulu prendre un troisième mandat. Une fois que vous faites une révision constitutionnelle, elle vaut pour l'avenir. C'est tout simple. Bon, maintenant, après, c'est ce que dit nul n'a la science infuse. C'est possible que nous n'ayons pas, pour le peu de droits que je connais, que nous n'ayons pas suffisamment d'informations. Mais il est évident aujourd'hui que nous continuons à trouver que l'article 158 était superflu. Mais s'il n'y a même pas cet article-là, la loi dispose toujours pour l'avenir. Pasteur Bavon, juriste de formation, eh bien aujourd'hui la question de la non-rétroactivité, comme le renouvellement de mandat et autres, eh bien vous trouvez que cela entre véritablement dans le sillage de la démocratie que vous criez si fort pour le Togo? Bien, vous savez, le principe de la rétroactivité est possible dans notre cas d'espèce lorsque le président lui-même, le président de la République lui-même, il décide ne plus être candidat parce qu'il a déjà fait 3 mandats, peut-être par sursaut patriotique. Il n'y a pas de disposition, comme l'honorable dit, il n'y a pas de disposition qui force une rétroactivité constitutionnelle. C'est pas. D'ailleurs, ça donne beaucoup de dangers et d'insécurité juridique. Mais ce qui cristallise aujourd'hui l'attention, c'est bien ce point-là. Non, mais depuis l'effervescence de la crise, le phare a maintenu cette position. On a dit que si vous demandez à ce qu'un individu à qui votre erreur politique a permis 3 mandats, ce n'est pas à lui la faute, c'est à vous la faute, parce qu'il y a des choses que vous devriez faire pour empêcher que cette situation soit là. Aujourd'hui, le résultat ou la conséquence de votre erreur est là, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Mais la seule chose que nous avons soutenue, c'est qu'il faut absolument que, comment l'appelle-t-on, le cadre électoral soit assaini, qu'on soit un peu sûr du minimum de vérité des urnes. Vous comprenez? Et nous avons toujours clamé haut ce point-là. Et c'est très important pour nous. Je vais vous dire ceci. Dans les constitutions, il est possible, tout comme UNIR a aujourd'hui une large majorité, il est possible que UNIR de lui-même se décide que telle disposition soit rétroactive. C'est possible.
C'est pas que la rétroactivité est un tabou qu'on ne peut pas toucher. Mais c'est bien possible. Mais politiquement, je ne vois pas quel parti sera aussi idiot pour demander à ce qu'une disposition devienne rétroactive contre lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle ça, ce n'est même pas un débat sur lequel on va revenir. Ce qui est important, si vous me le permettez, peut-être ce sera un revirement sur le sujet du débat, c'est, je voudrais, comme la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Derry, je voulais lui demander qu'est-ce qu'ils ont eu à dire concernant l'irresponsabilité absolue et permanente du chef de l'État et dans les discussions. Je voudrais quand même qu'il nous donne un peu de... Parce que moi, je suis un peu surpris... Ça c'est dans l'article 175. Dans l'article 115 plutôt, où l'ancien chef parce que je suis un peu surpris. Sénat, voilà. Je suis un peu surpris. La dernière fois, M. Trinois, qui est le ministre des droits de l'homme, et a salué une telle disposition. Moi, je suis un peu surpris, bon, puisque lui, il est de la commission des études des lois et aussi membre du Parlement. Donc, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui a été la discussion là-bas jusqu'à aboutir à cette irresponsabilité, inviolabilité de la présidence absolue et permanente. Je voudrais comprendre comment c'est. Très bien, de toutes les façons, cette question va venir forcément, c'est la prochaine question. Mais selon vous, aujourd'hui, le débat de la non-rétroactivité ou de la rétroactivité des lois ne doit pas se poser? Non, ça ne doit pas se poser, honnêtement. Ce qui doit se poser aujourd'hui, comment nous devons résister aux fraudes, comment nous devons résister aux mensonges dans les organisations des élections, comment nous devons nous organiser pour profiter du scrutin à deux tours. Parce qu'en tout cas, c'est une opportunité pour profiter de cela. Tout est question d'organisation. J'ai toujours dit, la dernière fois même, je l'ai répété, je dis qu'il n'est pas seulement question de dénoncer les failles, les erreurs qui sont dans une constitution. Tout est de savoir comment exploiter les avancées qui ont été acquises dans les réformes. Et ici, il est question de revenir à des organisations plus soutenues. Parce que les organisations de l'opposition, de par le passé, honnêtement, même quand bien même nous avons une opportunité, par le scrutin à deux tours, de pouvoir avoir une alternance, l'organisation qui était bafouée de par le passé, si elle revient encore, on n'aurait pas de résultat. Très bien. Alors, M. Djeretama, eh bien, je ne vous retourne pas la question du secrétaire général du phare, mais cette question fait partie aussi de notre discussion. Eh bien, l'article 75. Oui, mais avant ça, je pense que je me réjouis du fait que finalement, si beaucoup de commissions se retrouvent, vous savez, depuis 2013, nous avons toujours dénoncé l'organisation des scrutins dans notre pays. On l'a fait en 2013, on l'a fait en 2015, on l'a fait en 2018. La faiblesse structurelle des partis de l'opposition. Aujourd'hui, normalement, si nous avions cette force-là, aujourd'hui, dans tous les bureaux de vote, tout candidat, qu'il ait un membre à la CENI ou pas, a le droit de mettre un délégué qui est destinataire d'un PV. Et normalement, si tout le monde joue le jeu, la faute serait extrêmement compliquée. Parce que vous avez des gens que vous mettez dans les bureaux de vote qui suivent donc toutes les opérations, qui prennent votre bureau de vote. Le PV qui amène, et quand vous prenez tous les PV, vous allez confronter avec ce qui arrive à la CENI, dans la CENI d'abord, ensuite à la CENI, vous êtes en mesure de dire « Ah oui, on nous a triché parce que, écoutez, dans tel bureau de vote, j'ai 100 et on m'a donné 2 ». Mais la grande difficulté qui se pose au niveau de l'opposition aujourd'hui, c'est cette faiblesse structurelle. Vous allez dans des bureaux de vote, y compris les nôtres, vous demandez à quelqu'un, vous allez représenter qui te dit net, tu demandes net, là c'est quoi la définition, je dis oh, c'est qui le président du net, tu te dis oh, et quand on fouille, on se rend compte que comme il fallait compléter le matin, ceux qui ont la majorité ont pris des gens au pied levé pour les mettre. Et donc, c'est cette faiblesse structurelle-là sur laquelle il faut travailler. Donc, c'est là où je dis que je salue la position et l'analyse du professeur là-dessus. Très bien. Maintenant, pour revenir sur l'article 115, je pense qu'il faut... Non, elle n'est pas liberticide. C'est que on ne peut pas lire l'article 115 sans prendre en compte l'article 127. La seule différence, c'est que il y a eu ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Quand on prend l'article 127, on dit que la Haute Cour de justice est chargée de connaître des infractions du président et des anciens présidents. Et comme j'ai un juriste en face de moi, quand on parle d'infraction, c'est quoi? C'est contravention, délit et crime. Donc en réalité, le président a un privilège de juridiction. C'est tout. Et pourquoi est-ce qu'on met un privilège de juridiction? Pour une raison très simple. C'est pour ça qu'il dit que parfois, il faut regarder le politique
et peut-être l'acteur de la sécurité civile. Nous sommes dans une société où nous devons pouvoir dire à nos présidents qu'il y a une vie après la vie. Donc ça ne veut pas dire que aujourd'hui les atteintes aux droits de l'homme, à savoir les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, si un président commet ces crimes-là, ben, le tribunal de Rome et la Haye ne va pas le poursuivre. Ça ne veut pas dire que le tribunal de la CEDEAO ne peut pas poursuivre quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le tribunal international ne peut pas poursuivre. Mais ça dit tout simplement que le président en exercice, comme l'ancien président, a un privilège de juridiction. Et ne balisons pas, ne commençons pas à créer un scandale. Parce qu'en cas d'alternance, quelle est la composition du tribunal de la Haute Cour de justice? C'est le président, les présidents de Cour suprême et les députés, 4 députés élus par l'Assemblée. Si vous êtes en situation d'alternance, vous risquez de trouver une cour de Haute Cour de justice qui est même peut-être hostile au président qui vient de sortir. Et qui va donc avoir la main lourde sur les infractions que cette personne aurait commises, soit pendant son mandat ou après son mandat. Donc, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent que le seul élément qu'il faut comprendre, c'est que c'est un privilège de juridiction, c'est que le président en exercice, ou même les présidents, les anciens présidents, ne sont pas jugés par les juridictions ordinaires, mais c'est qu'ils ont un privilège de juridiction qui est la Haute Cour de justice. Quand on prend des pays comme la France, un ancien président, il est membre à vie de la Cour constitutionnelle, ce qui lui donne immunité. Aujourd'hui, les députés, dans la suite de leur fonction d'immunité, un président, dans la suite de sa fonction d'immunité. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut souvent aussi analyser toutes ces modifications à l'ordre politique. Vous connaissez un président qui, le matin, quand il se lève, dit « je vais massacrer mon peuple ». Parce qu'un président, il a quand même le souci de se faire, dans un premier temps, réélire, et le souci, éventuellement, de faire réélire son parti si éventuellement la limitation de mandat le sanctionne. Donc oui, on a accepté ce privilège de juridiction pour pouvoir dire aux présidents qui sont là, écoutez, il y a une vie après, mais il n'en reste pas moins que en situation d'alternance, même la Haute Cour de justice peut lui être hostile. Donc voilà, c'est pas un blanc-seing. Vous pensez que la Haute Cour de justice, ou alors l'article 127, voilà, est le garde-fou nécessaire pour véritablement permettre à l'article 75 d'évoluer. Oui, partant du principe, c'est ce que je dis. Au fait, vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons besoin aussi de dire à ceux qui sont au pouvoir, écoutez, après, il y a une vie après le pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'approche peut-être holistique, à la limite idéaliste, que les gens qui sont dans les droits de l'homme peuvent avoir dans la société civile. Et il y a l'approche pragmatique que nous, qui sommes des politiciens, nous devons avoir en disant il ne faut pas donner l'impression au président qu'il n'y a pas une vie après la vie et après la présidence. Quand moi je vois les présidents ghanéens aujourd'hui, ou bien les présidents américains, ou même les présidents français aujourd'hui, on te montre 2 ou 3 anciens présidents, tu es content. Maintenant, il faut pouvoir se dire oui, il y a un privilège de juridiction, mais ça ne veut pas dire que le monsieur, quand il est président, tout ce qu'il fait, ben, il n'a absolument pas de compte à rendre. Si, il y a cette juridiction-là qui, que ce soit en exercice, que ce soit même après, il y a cette juridiction-là qui est là pour lui. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que le temps, vraiment nos talents, nous ne pourrons pas lire tous vos textos, tous vos messages que vous envoyez ici. Mais très rapidement, M. Diaitama, un téléspectateur voudrait vous savoir si vous étiez resté comme ça en face de cet article 75 jusqu'à ce qu'il soit voté, vous donnez ces arguments-là, voilà ce qu'il dit. Non, mais vous savez, peut-être aussi, parfois, on ne sait pas comment est-ce que les choses se font à l'Assemblée. La révision constitutionnelle, c'est 2 articles. Le premier article, c'est qu'on prend tous les amendements qui ont été faits dans les 29. Et le deuxième article dit, à compter de ce jour, ce texte-là est considéré comme loi du pays. Donc, le débat en commission prend article par article avec tous les arguments. Je peux vous dire, sans forcément rentrer dans les secrets, que dès qu'on a lu le premier article 115, tout le monde a dit non, c'est pas possible. Et puis après, ceux qui ont introduit l'article 115 sont revenus expliquer. Et il est évident que sur la bouture, on a revu beaucoup de choses. Mais mon objectif n'est pas venu de faire la restitution des débats. Mais il n'en reste pas moins que ce qui peut rassurer, c'est le fait d'abord qu'on ait l'article 127 et puis considérer que la Haute Cour de justice peut, même en situation d'alternance, être très hostile au président qui vient de sortir. Très bien. Mais en réalité, un chef d'État, un président de la République, c'est pas n'importe qui, parce qu'il incarne l'institution que l'État lui-même est.
Donc c'est pourquoi sa personne, en principe, est inviolable. Nous sommes d'accord là-dessus. Lorsque le président Faure Gnassingbé, je l'ai expliqué dans la semaine que quelqu'un, excusez-moi, en sa position, n'aurait pas la situation facile parce que la vie politique togolaise a été émaillée de plusieurs événements, vous savez, avec notre histoire et tout ce qui va avec jusque là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc beaucoup de choses ont été faites. La réalité, c'est que je pense que le président de la République, aujourd'hui, si nous voulons une alternance, un changement de système que nous avons toujours clamé, si nous voulons une alternance, il faut quand même le protéger, lui garantir qu'après le pouvoir, il ne devra pas être inquiété. Le danger dans cet article 75, comme l'honorable Thierry le dit maintenant, c'est qu'il y a une contradiction dans les tests. L'article 127 qui dit que les anciens présidents sont jugés par la haute cour de justice en cas de trahison. Vous comprenez? Haute trahison. De haute trahison. Il faut peut-être, après je vais expliquer, parce qu'il y a deux éléments. Le problème avec le droit, c'est que le droit n'a pas besoin de son écrivain avant de se faire comprendre. Normalement, si le test est complet, celui qui l'a écrit n'a pas besoin tout le temps d'expliquer. C'est parce que le test n'a pas été clair. Je vais vous dire où se trouve la contradiction. L'article 75 dit que les anciens présidents ne peuvent faire l'objet de poursuites devant aucune juridiction, etc. Je paraphrase. Donc cela sous-entend que le président, dans l'exercice de son mandat, quel que soit ce qu'il a, il y a des erreurs administratives, il y a des erreurs politiques, il y a des erreurs pénales. Et c'est dans les erreurs pénales que nous avons la contravention, le délit, les crimes. Bon, un président, je ne le vois pas assez fou pour tomber dans cette disposition ou bien dans ce cadre pénal. Mais ça peut arriver. Mais sur le plan politique, sur le plan administratif, vous voyez, on dit que la personne ne veut pas être poursuivie. Ça, c'est bien. Ça, c'est un. Maintenant, l'article 127 vient dire, c'est pour conforter un peu, dire que le président, les anciens présidents peuvent être jugés devant la haute cour de justice en cas de haute trahison. Qu'est-ce que la haute trahison signifie? Bon, je me réjouis que M. directement dans son soubassement a été militaire, donc quelqu'un qui comprend un peu plus les choses des top secrets, des dossiers secrets de l'État. On parle de haute trahison lorsque une personne, par exemple, connive avec un autre État ennemi contre son propre État. Ça, c'est une trahison, une haute trahison. On parle de haute trahison en cas d'espionnage. Haute trahison. On parle de haute trahison en cas de vente des dossiers, par exemple, les dossiers de technologie, des dossiers des armes, des choses comme ça, ou des dossiers top secrets qu'on vend ou qu'on livre à autre. Donc ça, c'est quelques 3 cas seulement en forme d'exemple que je pourrais citer. Or, dans ce cas-là, il est difficile d'arriver à prouver la haute trahison d'un chef d'État, à moins que cela n'aboutisse à une guerre qui s'explose réellement aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Donc c'est pour dire que cette haute cour de justice n'aura pas en réalité à juger un chef d'État. De deux, vous dites que la personne du chef de l'État est inviolable. Et pourtant, vous mettez en place une juridiction pour juger quelqu'un qui est non justiciable. Il n'est pas justiciable selon l'article 75. Et alors, ça c'est une contradiction. C'est la raison pour laquelle, moi là où je suis du côté des gens qui croient à l'amnistie de tous ceux qui ont conduit ce pays, quelles que soient leurs erreurs. Je crois en leur amnistie pour que nous puissions mettre en place un nouveau système. Je l'ai toujours dit et clamé haut que ceux qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas les jeter avec de l'eau sale. Il y a des têtes dont le pays a toujours besoin et qui devront travailler ensemble avec quelque équipe que ce soit qui viendrait afin que le pays puisse avancer. Mais la réalité, c'est que quand vous allez écrire des règles constitutionnelles, il ne faut pas mettre des contradictions comme ça. Parce que c'est une contradiction. On aurait pu dire dans l'article 75,
les anciens présidents jouissent de telle immunité jusqu'à tel temps, sauf et cela permettrait à ce que toute personne, parce que la constitution togolaise n'appartient pas seulement aux Togolais, il y a d'autres personnes dans d'autres pays qui vont lire qu'est-ce que les gens là ont pondu dans leur parlement, et quand les gens lisent ces contradictions, ils vont juste se moquer de nous, hein. Là, ça c'est la vérité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu savoir comment les discussions ont été au sein de la commission d'études de loi pour qu'on puisse sortir avec ça. Finalement, moi je conclus, peut-être pour mettre de l'eau au moulin de M. Djeri, et que je conclus que on peut beau vouloir forcer quelque chose dans cette disposition, mais tant qu'on n'a pas le niveau de nombre de députés qu'il faut pour faire blocage, on est obligé d'aller avec. C'est ce que moi je conclus finalement. C'est cela. Alors, honorable, est-ce que vous avez vu ce flou, cette lourde dans ces deux articles? C'est que je ne vais pas. Je pense qu'il y a une mauvaise lecture de l'article 107 et 127 qui a deux alinéas. L'article 115 dit que, en réalité, c'est l'immunité du président dans l'exercice de ses fonctions qui est consacrée par l'article 115, comme les députés ont une immunité. C'est-à-dire que dans l'exercice de nos fonctions, nous ne pouvons ni être poursuivis, ni être arrêtés pour des actes que nous aurons commis dans l'exercice de nos fonctions. Mais après votre fonction, ça s'arrête. Non, ça, c'est l'immunité du député. Mais on peut, en cas d'infraction, lever l'immunité du député. C'est pour ça que je vous ai parlé de privilèges de juridiction. En ce qui concerne le président, les anciens présidents, l'article 127 contient deux alinéas. Malheureusement, vous n'avez pas pris en compte les deux alinéas. J'ai pris tout. Non, mais attendez que je vous explique. De virgule à virgule. Non, attendez que je vous explique. Oui. Le premier alinéa dit que la Haute Cour de justice peut connaître des infractions des présidents et des anciens présidents. C'est quoi une infraction? On l'a dit tout à l'heure. Prenons un exemple. Si aujourd'hui un président, ça arrivera rarement, mais prend une arme et tire sur la tête sur sa femme, c'est une infraction. Là, c'est un crime. Et la Haute Cour de justice est chargée de le connaître. Et qu'est-ce que l'article 75 dit? Le deuxième, attendez que je vous explique. Ça, c'est ce que dit que si vous ne prenez pas en compte dans l'exercice de la fonction qui s'actualise au fait l'immunité, c'est que vous analysez l'article à moitié. C'est-à-dire que c'est dans l'exercice de ces fonctions. Je donne un exemple aussi assez très simple. Aujourd'hui, on est en train de parler il y a des manifestations. Si un président dit que pour une manifestation qu'il a interdite, il demande qu'on mette en place les gendarmes sur le terrain. Et il y a un homicide sur le truc. C'est lui qui a donné l'ordre parce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions. Mais l'homicide, normalement, si nous avons des tribunaux militaires qui travaillent réellement, c'est la personne qui a tiré qui est responsable. Donc pour éviter que demain, on dise, comme ça s'est passé avec Bemba et éventuellement avec Babo, que non, mais il y a des crimes qui ont été commis sous votre commandement, donc vous êtes responsable. C'est là on dit, dans l'article 115, que pour des actes qu'il aurait commis dans l'exercice de son fonction, dans l'exécution de son mandat, il ne peut être poursuivi. Mais par contre, l'article 127 dit, pour toutes les autres infractions, et j'ai listé les infractions, la Haute Cour de justice, qui est donc un privilège de juridiction, est chargée de le connaître. Premier alinéa. Le deuxième alinéa, on dit la responsabilité politique. Et ça, vous ne le précisez pas. Peut-être que vous faites exprès, mais vous ne le précisez pas. La responsabilité politique du président ne peut être engagée qu'en cas de haute trahison. Et dire que le droit est très clair, non, le droit a ses arcanes. En réalité, ça veut dire qu'on peut démettre un président en cas de haute trahison parce que sa responsabilité politique est mise en cause. La Haute Cour de justice peut décider, en cas de haute trahison, de mettre un président. C'est le fameux impeachment qui existe dans la Constitution américaine. Donc, il faut tenir compte des deux alinéas. Le premier alinéa, c'est que les infractions hors de celles qui sont dans l'exercice des fonctions du président peuvent être connues par la Haute Cour de justice. Et le deuxième alinéa dit la responsabilité politique du président de la République est remise en cause par la Haute Cour de justice en cas de haute trahison. Maintenant, troisième élément, il y a une loi organique qui va préciser tous les éléments constitutifs de la haute trahison. Aujourd'hui, on peut dire, et moi je le dis avec beaucoup de choses, que l'une des faiblesses de notre constitution qu'on a mise en place, c'est qu'il y a beaucoup trop
de loi organique. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus. C'est nous qui sommes à l'Assemblée. Il va falloir qu'on se dise, bon, tout ce qui est mis, on dit une loi organique viendra déterminer, une loi organique viendra déterminer. Il faut qu'on mette en place rapidement cette loi organique pour éviter qu'il y ait des flous. Mais cette loi organique, on va les mettre en place. On a 5 ans montré que nous sommes prêts pour travailler. Mais au même moment, il ne faut pas non plus diaboliser. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les gens, on dirait que on dit le président massacre ton peuple comme tu veux. Non. Honnêtement, c'est-à-dire que si des infractions qu'il commet hors de l'exercice de sa fonction, la haute cour de justice est chargée de le connaître. Et maintenant, en cas de complot contre l'État, de haute trahison, ben, on peut démettre un président. Et ça, c'est clair. Bon, maintenant, c'est la façon dont écrit le droit, parfois, c'est pas toujours clair pour le néophyte, mais quand on vous dit que la responsabilité politique du président est mise en cause en cas de haute trahison, ça veut dire tout simplement que la haute cour de justice peut démettre un président. Non, mais ce qui se passe ici, le problème ici, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a eu une contradiction entre... Non, si, il y a eu une contradiction. Il y a eu une contradiction dans la mesure où, vous savez, nous sommes en politique. Vous dites tout à l'heure que vous êtes un homme politique et que vous raisonnez dans le sens politique. Donc, si vous raisonnez dans le sens politique, vous avez un président. Par quel moyen un citoyen lambda qui prendra la Constitution saura qu'il est protégé, que ses droits et ses libertés sont protégés par le président qui représente l'État, qui est le garant de l'État. 30 articles dans la Constitution consacrent le droit de l'homme. J'arrive. Vous imaginez, l'article 68 de la Constitution française a été très clair là-dessus. Le président de la République, en ce qui concerne ces infractions politiques, en ce qui concerne ces infractions pénales, en ce qui concerne ces infractions administratives. Mais si à chaque fois, à chaque point où les choses doivent être éclaircies, on dit une loi organique va... À chaque point, on dit une loi organique et on ne sait pas quand la loi organique viendra. Mais il y a de quoi que le citoyen s'inquiète des choses qui ne sont pas claires. Et tout de suite, on commence par crier victoire qu'une réforme parfaite, ou bien, non, pas parfaite, mais une réforme, une avancée grande a été faite. Vous comprenez et comprenez très bien que n'importe qui pourra s'inquiéter pour cela. Et ce n'est pas une question de... Le privilège de juridiction, ce n'est pas le Togo qui le prévoit pour la première fois. Le privilège de juridiction est en France et partout. Un président de la République ne pourra pas être jugé par un tribunal de droit commun. Mais là-bas, nous sommes en politique. Comment pouvons-nous savoir que cette fois-ci, s'il y a un référendum, ou bien il y a besoin, ou bien initiative de quelqu'un qui veut faire un 3e mandat contre la limitation de mandat dont parle la Constitution, et qu'il y a tension dans le pays, les gens sont tués, alors que nous savons que cette haute cour de juridiction dont nous parlons, nous savons comment elle peut être composée. Dans sa composition, la plus grande partie vient du Parlement, des parlementaires. C'est les parlementaires, je dirais le Sénat et puis les députés qui forment, et avec les magistrats, ils constituent la haute cour de justice. C'est toujours comme ça. Mais là-bas, comment est-ce que le citoyen saura qu'en sortant pour manifester ses droits, il ne sera pas inquiété parce que tel article protège le chef de l'État? Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que concernant ceux qui sont des hommes de main d'un président de la République, peut-être un ministre de la Sécurité ou un ministre de l'Intérieur ou tout, et qui ont l'obligation de l'ordre public dans le pays. Parfois, ils doivent faire usage de la force. Et dans l'usage de la force, il est difficile parfois que la force soit mesurée. Donc on parle à ce moment de usage excessif de la force. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là, à qui est-ce que nous allons nous donner? L'article nous dit. Alors c'est pourquoi que cette loi organique, s'il vous plaît, vous retournez à cela et que les choses soient plus claires, pour que tout le monde soit en paix, qu'on sache que voici telle réforme qui a été faite, voici telle qui n'a pas été faite. Voilà, très rapidement, nous allons, je ne sais pas si sorry. Vous n'avez plus rien à dire sur cette question. Nous allons... On est sur beaucoup de sujets sur le même point de vue. Hein. Il faut renforcer par les lois organiques et puis voilà, tout simplement, mais il n'y a pas de contradiction. Il le faut. Et très bien, eh bien, les élections locales, c'est bien le 30 juin prochain. Et beaucoup qui avaient donc boycotté les législatives du vent dernier commencent à appeler
à se faire enrôler maintenant. Est-ce que vous voyez le paradoxe maintenant, vous, au phare? Moi, je pense que c'est un grand paradoxe, c'est une contradiction également, parce que soit vous savez ce que vous faites et vous donnez de l'ordre clair au peuple, ou vous ne savez pas ce que vous faites et vous disparaissez, vous laissez la place à d'autres personnes. Ne dites jamais à un citoyen de ne pas se faire enrôler pour des élections. Lorsque nous disions en ce moment, parce que moi aussi je l'avais dit, j'avais dit en soutenant la C14, oh non, on ne doit pas aller à cette législative parce qu'il y avait beaucoup de discussions qui étaient restées en l'état, qui n'étaient pas encore éclaircies avec la CEDEAO. Or, il y avait des discussions qui étaient faites en coulisses avec les représentants du peuple en la personne de la C14, avec les facilitateurs, qu'on ne nous avait pas communiqué. Donc nous étions dans le flou et on était en train de dire aux gens... Mais justement, bon, vous voyez, moi je suis... désolé, en politique, il faut que je sois clair, parce que mon soubassement spirituel me l'exige. Donc, on ne nous avait pas dit certaines choses. En réalité, c'est après que tout le monde se met à l'évidence que finalement, il y a eu des choses, mais ces gens ne nous ont pas dit la vérité. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, si on fait appel aux gens d'aller se faire enrôler, avoir leur carte électorale, c'est obligatoire. On devrait le faire. Mais finalement, les gens qui ont dit qu'ils n'iront pas aux législatives, ce sont eux aujourd'hui qui regrettent d'avoir raté les législatives. Je ne sais pas si vous voyez la situation. C'est pourquoi et qui se positionnent fortement sur les locales. Voilà. Donc, il faut qu'un dirigeant du public soit clair dans son ordre. Un général ne donnera pas deux ordres contradictoires à la fois. Tirer. Et au même moment, il dit cessez le feu. Bon, je ne sais pas. Nous avons un militaire ici qui sait encore mieux. Alors, vous, au phare, qu'est-ce que vous dites maintenant? Non, nous demandons à tout le peuple d'aller avoir leur carte, du moins leur carte électorale, et faire comprendre aux gens ce que signifie le vote. Quand bien même, nous n'allons pas à ces élections locales. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Mais la raison principale est que moi, je ne suis pas venu en politique parce que j'avais l'ambition politique. Il y avait un objectif qui a été révélé depuis, et on a dit qu'il y aura un changement dans ce pays. Donc nous sommes en train de soutenir ce changement-là, quelle que soit la personne qui va incarner ce changement. Donc nous visons ce changement en 2020. C'est pourquoi nous ne nous précipitons pas pour quelques postes ou bien quelques élections que ce soit. Néanmoins, je dirais cependant, je ne critique pas et je ne suis pas contre qui que ce soit ayant fait le choix d'aller à ces élections locales. C'est le choix de chacun. L'objectif que poursuit chacun détermine ce qu'il fait. Très bien. Eh bien, les élections qui sont programmées déjà le 30 juin prochain, cette date était donc prise avec beaucoup de pincettes, maintenant c'est officiel. Et l'opposition, en l'occurrence la C14, va plein pied à ces élections. Bon, la C14 c'est démembrement, parce que voilà. Vous savez que c'est fatigant. Bon, écoutez, vous savez, le Togo, on a coutumier du fait de faire une chose de son contraire, parce que quand vous prenez la situation qui prévalait à la veille des élections de 2020, et la situation qui prévaut aujourd'hui, elle est aujourd'hui pire. Parce qu'autrefois, avant 2020, il y avait la possibilité d'avoir 8 membres à la CENI, il y avait la possibilité d'avoir plus de journées pour faire le recensement, on avait un recensement de 18 jours, il y avait la présence de la CEDEAO, et on n'avait pas un fichier tel qu'il est parce que le recensement qu'on fait aujourd'hui va venir s'appuyer sur le fichier. Les gens disent que les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, aucune de ces conditions n'est réunie. Les gens demandent d'aller faire les élections. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je souhaiterais vraiment qu'on dépolitise les élections locales. S'il ne dépendait que de moi, on allait demander aux partis politiques de ne pas participer aux élections locales. Parce que c'est des élections de citoyens. Et que des gens qui appartiennent par exemple à deux partis politiques différents peuvent se mettre ensemble pour faire ces élections-là. Donc c'est dommage on les politise. Ben, aujourd'hui, je considère que c'est plutôt quand même faire preuve aussi de sérénité et peut-être même de... repentance, voilà, de rachat, que de se rendre compte que oui, certainement qu'il y a des erreurs qui sont passées, mais on ne va pas non plus se tirer dessus. L'essentiel, c'est que bon, les gens veulent aller aux élections. Aujourd'hui, vous savez, au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut nous donner, moi je souhaiterais quand même que l'opposition, toute dans son entièreté, puisse dominer les 117 communes qui sont là, pour pouvoir être des rampes de lancement pour l'alternance qui arriverait si nous sommes mieux organisés en 2020. Donc oui, il vaut mieux y aller et faire en sorte que le maximum de conseillers municipaux reviennent à des formations de l'opposition pour que ce soit réellement des rampes de lancement
pour le mécanisme des 2 tours qui, sans aucun doute, si on est bien organisé, peut permettre d'avoir l'alternance en 2020. C'est cela. Eh bien, docteur Bavon Johannes, nous avons parlé des dernières réformes et aussi en filigrane des élections locales du 30 juin prochain. Votre mot de la fin. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je voudrais que le peuple togolais ne se décourage pas. Parce que ceux qui cherchent le changement de système, à l'heure où nous sommes, plusieurs sont découragés en se disant, bon voilà, les choses sont en train de retourner encore dans les mains de l'ancien système, ce n'est pas cela. Nous poursuivons un objectif et lorsque les hommes arrivent à un point final, c'est là le point de commencement de Dieu. Et il faudra croire en Dieu aussi, en cette politique, surtout. Merci, docteur Bavon. Eh bien, honorable Jerry Tama, votre mot de la fin. Non, nous sommes à la veille du recensement de 3 jours qui est prévu. Il est évident que 3 jours, ça peut être peu, parce qu'il y a moins de CELI aussi et de CLC. Mais mon premier message, c'est de demander à tout le monde d'aller se faire recenser. Tous ceux qui n'ont pas de carte, tous ceux qui peut-être ont eu 18 ans ou bien n'étaient pas sur le territoire, ou bien pour des raisons personnelles n'ont pas participé au recensement, d'aller se faire recenser. Je reste persuadé que nous avons le plus beau pays du monde. Et qu'en réalité, il ne reste pas grand-chose, il suffit que les hommes politiques comprennent que nous devons travailler pour l'intérêt du pays et nous aurons sans aucun doute une pleine jouissance des ressources de notre pays. Je vous remercie. Jerry Tama, eh bien, député à l'Assemblée nationale, président national du NET, merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Johannes Bavon, vous êtes le secrétaire général du FAR, le Front des architectes pour la République. Merci d'avoir été des nôtres. Le plaisir a été pour moi. Merci, chers téléspectateurs. Eh bien, le mercredi prochain encore pour d'autres détails, surtout sur l'actualité. À très bientôt. Est-ce qu'on peut se serrer le main? Ouais.